La discrimination systémique. C'est un terme qu'on entend beaucoup, mais qui peut sembler un peu flou. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et pour le faire, on va s'appuyer sur le cadre d'analyse très officiel de la Commission des droits de la personne du Québec. C'est parti. Alors, cette fameuse discrimination systémique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'un système, une organisation au complet peut discriminer, parfois même sans que personne à l'intérieur n'ait de mauvaises intentions? C'est vraiment la question au cœur de notre discussion. Pour y voir clair, voici notre plan de match. D'abord, on va regarder la définition officielle. Ensuite, on verra les indices qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Troisièmement, comment on arrive à le prouver d'un point de vue légal. Et on terminera avec 3 exemples bien concrets pour que tout ça prenne forme. Allez, on commence par le commencement. Qu'est-ce que c'est? Pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, on va se baser sur la définition qui fait foi devant les tribunaux. Voilà la définition. Elle vient d'une décision judiciaire hyper importante, l'affaire Gaz Métro. Ce qu'il faut remarquer ici, ce sont des mots comme somme des faits ou effet conjugué. C'est ça la clé. On ne parle pas d'un seul geste isolé, mais bien d'une combinaison de choses, des attitudes qui sont souvent inconscientes et des politiques qui, en apparence, ont l'air neutres, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Pour le dire simplement, c'est ça. C'est quand des règles, des habitudes et des mentalités s'additionnent et que, au final, ça désavantage un groupe de personnes. Le mot le plus important, c'est vraiment « ensemble ». Bon, on a la définition. Maintenant, comment on fait pour la reconnaître sur le terrain? La Commission a établi plusieurs indicateurs, des sortes de drapeaux rouges à surveiller. En voici une première série. Par exemple, on peut regarder les statistiques. Est-ce qu'un groupe est très peu présent dans un secteur d'emploi ou au contraire, surreprésenté dans des situations précaires? On peut aussi analyser les politiques. Est-ce qu'on a pensé à tout le monde en les rédigeant? Et bien sûr, il y a la présence de stéréotypes, même involontaires, qui finissent par exclure des gens. Et la liste continue. Un autre signe, c'est un traitement différent qui se répète, qui dure. Un point super intéressant, c'est l'absence de règles claires. Quand les procédures sont vagues, ça ouvre la porte à l'arbitraire et donc aux préjugés de chacun. Et puis, plus il y a de monde qui participe à une décision, plus il y a de risques que de petits biais s'accumulent et créent un gros problème. Pour se faire une bonne image mentale, on peut penser à une grosse machine avec plein d'engrenages. Chaque pièce, prise individuellement, peut sembler parfaite, sans aucune mauvaise intention. Mais c'est la façon dont tous ces engrenages interagissent qui peut, au final, produire un résultat complètement injuste. C'est exactement ça, l'idée de la discrimination systémique. Ok, identifier des signes, c'est bien. Mais pour que ça tienne la route devant un juge, comment on fait? Il y a un processus très rigoureux à suivre. En gros, il y a 3 étapes à franchir. Premièrement, il faut montrer qu'il y a bel et bien une différence de traitement, une exclusion. Deuxièmement, il faut prouver que cette différence est basée sur un des motifs interdits par la charte, l'origine, le sexe, un handicap, etc. Et troisièmement, il faut démontrer que cette situation empêche la personne ou le groupe de profiter de ses droits comme tout le monde. Et là, attention, c'est le point fondamental. C'est ce qui change tout par rapport à la discrimination directe. On n'a pas besoin de prouver que quelqu'un a voulu discriminer. Ce n'est pas l'intention qui compte, c'est l'effet. C'est le résultat final des pratiques et des politiques. Bon, on a assez vu la théorie. Il est temps de voir comment tout ça s'applique dans la vraie vie. On va se pencher sur 3 cas bien réels, tirés de décisions de justice et d'analyse de la commission. Le premier exemple nous ramène à l'affaire Gaz Métro, qu'on a mentionnée. On parle ici d'un processus d'embauche qui, sans le vouloir explicitement, écartait systématiquement les femmes. Ce qui est fou dans ce cas-là, c'est de voir comment les obstacles s'additionnaient. Pris séparément, chaque élément aurait pu être discuté. Mais quand on met tout ensemble, des commentaires décourageants en séance d'info, un test théorique qui avantageait les connaissances masculines de l'époque, un test physique pas du tout adapté, plus des exigences comme un permis de conduire que peu de femmes avaient, eh bien, le résultat, c'était une barrière quasi infranchissable. C'est ça le système. Deuxième cas, on change de domaine pour aller vers l'accès aux lieux publics. L'affaire Raprodec, ça concerne un centre commercial et la façon dont la clientèle autochtone y était traitée. Ici, le point de départ, c'était une politique d'expulsion hyper vague, mal définie. Ce flou laissait toute la place aux décisions personnelles des agents de sécurité. Et quand on combine ça avec les stéréotypes qui existaient déjà envers les autochtones, ça donnait un résultat terrible. Ils étaient expulsés de manière disproportionnée, ce qui rendait le lieu hostile pour eux. Notre troisième et dernier exemple porte sur le profilage social, plus particulièrement celui qui vise les personnes en situation d'itinérance. Ici, ce n'est pas un seul cas, mais plutôt l'analyse d'un phénomène de fond. Dans ce cas-ci, on voit que le système est né de la rencontre de plusieurs courants.
Il y a un contexte historique, des politiques de lutte aux incivilités. À ça s'ajoutent des pratiques policières qui sont parfois plus axées sur la répression que sur l'aide sociale. Et au bout du compte, on a des règlements municipaux qui sont appliqués d'une manière qui pénalise beaucoup plus les personnes sans abri. C'est l'ensemble de tout ça qui crée le système. Donc si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. Quand on parle de discrimination systémique, on ne cherche pas un coupable, une personne méchante. On analyse le portrait global. On regarde les règles, les habitudes, les angles morts d'un système et on mesure l'impact que ça a, dans les faits, sur la vie des gens. C'est l'effet qui prime sur tout le reste. Réussir à comprendre et à identifier ces systèmes, c'est absolument essentiel. C'est vraiment la première étape. Mais bien sûr, ça nous amène à une question encore plus grande. Une fois qu'on a vu l'engrenage qui cause le problème, comment on s'y prend pour le réparer, pour le changer? C'est la réflexion sur laquelle je nous laisse aujourd'hui. Merci d'avoir été là pour cette analyse.